vais continuer à vous raconter mes histoires de taxonomie et de la stratégie qu'on a mis en place au laboratoire pour décrire des nouvelles espèces bactériennes et qui est une stratégie originale et en tout cas qui se démarque clairement de ce qui se fait par ailleurs. Alors l'histoire du séquençage génomique bactérien, vous voyez, elle a commencé assez récemment, en 1995, avec le séquençage de Haemophilus influenzae. Et on a un peu tardé à évoluer. En fait, c'est les progrès techniques qui ont été assez lents. Mais vous voyez qu'il a fallu attendre 9 ans pour arriver au 100e génome bactérien. Et puis ensuite, les nouvelles technologies sont apparues. Vous voyez, en 2005, avec l'introduction des premiers séquenceurs génomiques à haut débit, dont on a eu un des premiers exemplaires ici à Marseille. Et le 1000e génome est arrivé très peu de temps après, en 2010. Et ensuite, donc le 1000e génome d'Escherichia coli est arrivé, donc a été séquencé en 2013. Et on est maintenant le 10 millième génome a été dépassé en 2013 aussi, début 2014. Et on est aujourd'hui à 17 615 génomes bactériens séquencés. Voilà. Donc vous voyez que ça s'accélère. Bien sûr, ça a été permis par des progrès technologiques importants avec des machines de plus en plus performantes. Bien sûr, l'intérêt que les équipes de par le monde ont mis dans ces technologies et dans ce séquençage génétique. Donc 17 615 génomes aujourd'hui, vous le voyez qu'on dispose d'énormément de génomes maintenant. Il y a 55 pour les génomes qui nous intéressent particulièrement, il y a 55 génomes de Rickettsies, dont beaucoup ont été séquencés par le laboratoire, 38 génomes de Bartonella et 8 génomes de Coxella. En réalité, il y a plus de génomes de Coxella que ça qui sont séquencés, mais annoncés, terminés, il y en a ce séquençage génomique a permis d'explorer la diversité biologique de façon plus précise que ce qu'on la connaissait avant, et on voit aujourd'hui de toutes petites bactéries intracellulaires strictes. La plus petite que j'ai trouvée s'appelle Tremblaya princeps. Elle fait 0,14 mégabases de génome, jusqu'à la plus grosse qui est un Sorangium cellulosum qui fait 14,8 mégabases de génome. Vous voyez, c'est des monstres versus des toutes petites bactéries. Cette génomique bactérienne a trouvé de multiples applications, je ne vais pas m'étendre dessus parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui, en microbiologie clinique. Et nous, on l'a y compris directement adapté à la routine, à la microbiologie de routine, avec donc le séquençage, et vous voyez pour les internes qui travaillent au laboratoire, le séquençage très fréquent de souches isolées dans le laboratoire dans le cadre du diagnostic quotidien. Alors, nous, dans le laboratoire, on a été impliqués très tôt dans l'histoire de la génomique bactérienne. Je vous rappelle, c'était 1995. Très tôt, on a été impliqués dans la génomique avec le séquençage de Rickettsia connori dès 2000. Il a été publié en 2001, mais on l'a séquencé en 2000. Et à ce jour, on a publié 103 génomes. On n'a pas séquencé 103 génomes, on a séquencé beaucoup plus, mais on a publié 103 génomes bactériens. À ça, s'est ajouté très récemment la culturomique. La culturomique, vous savez, c'est une technique de culture améliorée par la multiplication des conditions de culture. Alors, ceux qui s'intéressent pourront lire les articles de Jean-Christophe Lagier, avec des conditions de culture extrêmement originales, à la fois par les milieux utilisés et les conditions les atmosphères utilisées. Et donc, vous voyez, dans ce premier travail, il y a 212 conditions de culture testées, 32 000 colonies testées par Malnitos, 340 espèces bactériennes et 31 nouvelles espèces. À la date d'aujourd'hui, là, on n'en est plus à 31, on est à plus de 80 nouvelles espèces par cette technologie. Et ce que ce travail a permis de montrer aussi, c'est que, en réalité, quand on compare à la métagénomique, eh bien, les deux méthodes ne se recouvrent pas du tout, ou du moins qu'en partie, et la culturomique est parfaitement complémentaire du pyroséquençage, de la métagénomique, alors qu'on aurait pu penser que la métagénomique avait une puissance très supérieure. Alors si on regarde un peu la taxonomie maintenant assez rapidement, la taxonomie, elle a commencé avec Linné, qui était un scientifique hollandais au XIXe siècle. Elle était basée initialement sur la morphologie, les caractères culturaux et le potentiel pathogénique. Dans les débuts du XXe siècle, on a rajouté à ça des caractères physiologiques et biochimiques. Et puis, les choses ont évolué progressivement, mais en fait assez lentement. À l'année 60-80, l'ajout de la chémotaxonomie, et en particulier l'analyse très précise des parois bactériennes. Et puis l'hybridation ADN-ADN, donc vous verrez, il y a quelque chose qui garde une importance malheureusement, une importance grande aujourd'hui. Les années 80
ont vu l'arrivée du séquençage d'ADN et notamment du séquençage de l'ARN 16S, et puis les années 90, le séquençage génomique, on y reviendra. Alors, aujourd'hui, comment est-ce qu'on classe une espèce bactérienne? C'est ce qu'on appelle la taxonomie polyphasique. La taxonomie polyphasique, elle est basée sur l'association de caractères phénotypiques et génotypiques, et dans les caractères génotypiques, il y a l'hybridation ADN-ADN, le contenu en GC% et le séquençage de l'ARN-16S. Quand on prend ces différents critères les uns après les autres et qu'on les analyse en détail, l'hybridation ADN-ADN, c'est considéré comme le gold standard. C'est la loi. Et en pratique, quand on va aller un peu plus loin, vous verrez que les gens qui ont inventé ça, eh c'est toujours les mêmes depuis le départ, finalement, qui gèrent la taxonomie bactérienne et qui décident de qui fait quoi. En pratique, donc, l'hybridation ADN-ADN, si on a une valeur entre deux bactéries qui est de moins de 70%, on va considérer que c'est deux espèces différentes. C'est très utilisé et malheureusement, il y a beaucoup d'inconvénients à cette méthodologie. Les cutoffs, les valeurs seuil, ne sont pas applicables à tous les gens. Pour les rickettsia, par exemple, si on applique ça aux rickettsia, on va supprimer énormément d'espèces pour n'en faire plus que 2 ou 3. C'est une technique qui en fait est limitée à très peu de laboratoires qui d'ailleurs vendent la technique. Ça me demande beaucoup de travail, c'est très peu reproductible entre laboratoires et d'une manip à l'autre, et bien sûr il n'y a pas de base de données disponible au niveau international. Pour le 16S, c'est un gène qui est très conservé, vous savez, composé de 9 domaines hyper variables qui sont entregroupés avec des domaines plus conservés, et cette méthode a un impact majeur sur la taxonomie bactérienne, puisque en pratique la taxonomie bactérienne moderne, telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle a commencé en 1980. En 1980, il y a un seul type qui a dit « je vais faire du ménage dans les 30 000 espèces bactériennes qui existaient à l'époque ». Il a mis 7 ans pour le faire, il en a viré plus de 28 000, et il est resté 1800 espèces. Il a décidé, voilà, en 1980, il reste 1800 espèces bactériennes qui sont à peu près vraies. Et vous le voyez, depuis 1980, en fait, grâce à l'introduction du 16S, il n'y a pas eu que ça, grâce à l'introduction du 16S notamment, on a recommencé une pente ascendante en nombre d'espèces, et on est, à la fin 2013 à 12 000, on est aujourd'hui là, à peu près 12 400 nouvelles espèces bactériennes. Alors, quand on regarde le 16S, quels sont les critères? 95% au niveau du genre, et une valeur qui varie selon les années au niveau de l'espèce. Ça a été 97, ça a été 98,7%. Là, très récemment, il y a des gens qui ont proposé que ce soit 98,2, d'autres qui ont proposé que ce soit 98,65, parce que 98,7 c'était pas assez précis, vraisemblablement. Quoi qu'il en soit, si on est entre les deux, entre 95 et 98,7%, un isolat bactérien peut être décrit comme une nouvelle espèce. Mais ce 16S, ces critères-là, sont basés sur l'hypothèse que le niveau de variation interespèce est homogène parmi les genres bactériens, ce qui en pratique n'est pas vrai. Et on a montré bien sûr que ce n'est pas applicable à tous les genres, que ça peut sous-estimer ou à l'inverse surestimer la variabilité au sein d'un genre. Si on regarde par exemple un problème auquel on est confronté très fréquemment, Streptocoque pneumoniae versus Streptococcus mitis, et qu'on fait du 16S, il y a 3 bases d'écart. 3 bases d'écart, bien entendu, ça en fait, si on applique strictement le critère, c'est la même espèce. En pratique, c'est pas tout à fait pareil. A l'inverse, au sein de Pantoea agglomérans, ex-Enterobacter agglomérans, il y a jusqu'à 27 bases de différence, 27 nucléotides de différence entre 2 souches. Ça les classerait dans 2 espèces différentes. Les Clostridium tetani et Clostridium inoculum, qui sont 2 espèces de Clostridium, elles ont 104 nucléotides de différence qui les classent carrément dans des genres différents. Vous voyez, ça n'est pas applicable à tout. Et on a dans le laboratoire une étudiante en master qui a étudié de façon systématique les pourcentages de similarité entre espèces validées. Et elle a montré, donc elle a étudié 4300 espèces, et elle a montré qu'en fait le pourcentage de similarité entre espèces dans le même genre varie de 68,7 à 100%, donc bien sûr on est très loin des 95 à 98,7%, et que il y a plus de la moitié des espèces qui ne respectent pas le critère de 98,7%, et plus de la moitié des genres qui ne respectent pas le critère de 95%. Donc ça marche
Pas du tout, les valeurs sont disponibles dans une base de données qui s'appelle 16S sur 5. En plus de ça, bien sûr, on a oublié que de nombreuses espèces ont plus d'une copie d'ADN, plus d'une copie de 16S, et qu'il peut y avoir des variations, jusqu'à 20,3% de variations entre les copies de 16S pour Borrelia afzeli. Donc Borrelia afzeli en elle-même, c'est plus d'une espèce. Donc voilà, donc ça ne marche pas, ça marche pas du tout. Il y a aussi des 16S qui sont acquis par transfert latéral de gènes, et puis bien sûr il manque un certain nombre d'espèces, pour un certain nombre d'espèces, en tout cas de souches de référence, des 16S de bonne qualité. Pour le G plus C%, c'est à peu près pareil, ça ne marche pas, il y a des variations trop importantes à l'intérieur des gens, et ça ne s'applique pas. Si on regarde, ne serait-ce que pour les rickettsi, toutes les espèces de rickettsi diffèrent de moins de 5%, donc ça ne peut pas s'appliquer. Alors, d'où l'idée de la génomique. La génomique, c'est la totalité, un génome, c'est la totalité de l'information d'une souche. C'est considéré comme l'outil de génotypage ultime. C'est un outil qui est absolument fiable, qui est reproductible, qui est comparable de laboratoire à laboratoire, puisque les séquences génomiques sont disponibles dans des bases de données. C'est maintenant rapide d'obtenir une séquence génomique, entre 2 à 4, 5 jours, pour un coût qui est sans coût d'analyse bioinformatique, qui est entre 25 et 200 € juste pour les réactifs. Alors, sur la base de ça, bien sûr, il y a un certain nombre de personnes qui ont commencé à proposer des solutions pour utiliser les analyses génomiques et les séquences génomiques en taxonomie sur la présence-absence de gènes, sur l'ordre des gènes dans le chromosome, sur la comparaison des gènes orthologues, sur la présence d'indels de SNP. Mais les techniques qui ont eu le plus d'impact, c'est celle-là. Le Multilocus Sequence Analysis, qui est en fait un MLST, pour ceux qui connaissent, le Multilocus Sequence Typing, mais à l'échelle des génomes. L'Average Nucleotide Identity, ANI, qui est celle qui en fait a le plus d'impact actuellement. Et puis après, Maximum Unique Match Index, tétranucléotide régression, génome-to-génome comparaison. Mais quand on va regarder en détail comment sont foutues ces techniques, elles sont toutes basées sur la DDH, sur l'hybridation ADN-ADN. Donc en fait, tous les gens qui ont développé ça, qui sont en fait toujours la même équipe, c'est toujours la même équipe. Donc en pratique, c'est les éditeurs des journaux de taxonomie, combinés avec ceux qui sont les gardiens des grandes collections de souches. Donc là-dedans, vous allez retrouver les gardiens, ceux de la DSMZ, ceux de la TCC, ceux de la collection de l'Institut Pasteur, plus les éditeurs de l'International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. Donc c'est toujours la même équipe, toujours les mêmes gens, qui décident de la pluie et du beau temps dans la taxonomie. Donc grosso modo, quand vous regardez l'ANI, la MLSA, qui est basée donc sur l'analyse des séquences de plusieurs fragments du génome, certes ça a une résolution supérieure à la pour 16S, mais il se base sur l'équivalence de 70% de DDH. Et l'équivalence de 70% de DDH, par exemple, pour Bobcol DDH, c'est 3%. Et donc ils ont décidé que le cutoff pour le MLSA, c'est 3%. Quand on va regarder les autres, l'ANI, qui est celui le plus utilisé, ils sont allés même plus loin, c'est-à-dire qu'eux, ils ont fait du découpage artificiel des génomes en fragments de 1020 paires de bases pour mimer l'hybridation ADN in silico, et ils ont décidé que des valeurs de entre 95 et 96%, ben c'était le cutoff 70% en hybridation ADN. Pour le Maximum Unique Match Index, le MUMI, c'est pareil, ils ont comparé ça à ANI et DDH, et pour le tétranucléotide de régression, c'est pareil, ils ont comparé à ANI qui est lui-même corrélé au DDH, et pour le dernier, c'est pareil, c'est corrélé. Donc tout le monde s'est comparé à l'hybridation ADN. Alors, ils écrivent tous l'hybridation ADN, c'est pas bien, c'est pas reproductible, ça a des tas d'inconvénients, mais chaque fois qu'ils proposent autre chose, eh bien, leur outil de référence, c'est toujours l'hybridation ADN. Donc on revient toujours au même point. Donc nous, on n'est pas parti sur la même chose. On est parti sur l'idée que finalement, il ne peut pas y avoir une seule valeur seuil pour définir toutes les espèces bactériennes. Ça ne marche pas. Et donc il y a deux hypothèses qui s'opposent. L'hypothèse globale, qui est la leur, qui est de choisir un cutoff et de déterminer le statut d'espèces, des souches, et c'est ce qu'ils font avec leurs différents index, qui finalement sont assez peu différents, si ce n'est qu'ils sont calculés in silico, mais
qui sont assez peu différents de l'hybridation ADN et de ce qu'on fait nous, qui est une approche plus locale, puisqu'on dit qu'il n'y a pas de cutoff universel, et qu'on va comparer genre par genre, et pour chaque nouvelle souche, le phénotype et les caractéristiques génétiques des nouvelles souches avec des espèces validées. Alors, d'où l'idée de ce nouvel outil qui s'appelle AGIOS, pour Average Genomic Identity of Orthologous Gene Sequences, qui a été mis au point dans le laboratoire. On va étudier, rechercher d'abord les gènes orthologues entre deux génomes, par BLAST. On va ensuite déterminer le pourcentage de moyen d'identité nucléotidique de ces gènes, et on ne met pas de cutoff, on ne met pas de valeur seuil, et on va comparer à chaque fois la valeur interspécifique dans le genre avec toutes les espèces disponibles, et on combinera ça toujours avec des critères phénotypiques, et donc on appelle cette stratégie la stratégie de taxonomie. En pratique, comment ça marche? On part d'un isolate bactérien, on fait le MALDI-TOF. Si le score est moins de 2 avec les espèces disponibles dans la database, eh bien on va faire le 16S. Le 16S, on va quand même se baser sur le score existant de 98,7%. S'il est inférieur et que cette valeur est inférieure ou égale aux valeurs observées dans le genre en question, on va considérer que c'est une espèce nouvelle potentielle. On va à ce moment-là comparer les caractères phénotypiques, alors gramme, taille, forme, motilité, sporulation, les caractères culturaux, caractères biochimiques, le spectre MALDI-TOF. On va aussi faire la séquence génomique. On va comparer ce génome avec ceux des génomes d'espèces les plus proches. On va déterminer les valeurs d'AGIOS. Et s'ils sont dans le range de ce qui est observé parmi les espèces les plus proches, eh bien on va déposer la souche dans 2 collections internationales, dont la nôtre, et décrire la nouvelle espèce. Donc en pratique, comment ça marche pour, par exemple, une nouvelle espèce, la souche PHR, qui a été isolée de la flore digestive. Elle avait effectivement moins de 2 en MALDI-TOF, on a fait 16S. Elle avait un pourcentage de similarité de 96% avec le brevet Bacillus brevis. Donc on a considéré que c'était une nouvelle espèce potentielle. Elle avait des caractères phénotypiques très spécifiques. Elle avait un génome avec des valeurs d'AGIOS qui étaient, avec des autres Bellibacillus qui étaient de 67,3 à 71%. Quand on regardait ce qui existait parmi les autres espèces, c'était 60 à 79%, donc ça rentrait parfaitement dans ce cadre-là. On a bien sûr décliné toutes ces caractéristiques génomiques, on l'a déposée et on l'a décrite. Bon. Cette stratégie a été validée, puisque cet article a été publié, et puis finalement, un certain nombre de nos nouvelles espèces proposées sur cette stratégie-là ont été validées par la publication dans une liste de validation donc cette année en 2014. Donc notre stratégie est validée et je vais aller défendre cette stratégie la semaine prochaine au congrès international du Bergaise, de la société Bergaise à Édimbourg, puisqu'ils m'ont invité à venir pour faire présenter. Donc voilà, donc la génomique a le potentiel pour être utilisée en taxonomie. À ce jour, il n'y a pas d'accord sur la stratégie, les critères, le standard minimum d'analyse génomique, mais il va falloir qu'on réfléchisse là-dessus. En tout cas, nous, on continue sur notre stratégie sans regarder ce que font les autres. Certes, l'analyse génomique, et en tout cas les outils bioinformatiques, ont besoin d'amélioration, et c'est le sens un peu du pipeline qui est mis en place dans le laboratoire, parce que ça prend toujours du temps, et d'autant plus que le monde bactérien tel qu'on l'imagine aujourd'hui, il est estimé entre 10 puissance 5 et 10 puissance 6 espèces bactériennes existantes, et que la nature en a décrit 12 400. Donc on est loin du million, si c'est le cas, d'espèces bactériennes, donc il y a encore du travail, tant mieux. Et puis il y a une autre question qui est, est-ce que finalement on décrit des nouvelles espèces sur la base d'un génome, mais est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il n'y a pas une diversité génomique dans les espèces qui est, en tout cas pour certaines espèces, qui est importante? Et donc une des pistes, ce serait d'étudier le pangénome pour la taxonomie. Donc ça c'est une étude qui est en cours. Voilà, et donc je m'arrêterai là. Je voulais juste remercier aussi tous les gens qui sont impliqués dans ce travail, en particulier donc à la fin Georges Garrity, qui est un éditeur de SIGS et qui nous a permis de présenter, d'avoir du succès avec ce travail. Très bien, merci. Mathieu.